Bonjour, ici François Tadei des Productions 640KB. Bienvenue à cette autre édition de Micro.info. Cette semaine, pour l'édition du 24 février 2003, il sera question au cours du segment technique des infrastructures d'Internet qui ont été menacées dernièrement, du décorateur virtuel, de système de son 5.1. Mais on va commencer l'émission sans plus tarder en discutant du logiciel CorelDRAW qui en a sa 11e version. Puisque je suis le seul irréductible de la série CorelDRAW, alors c'est moi qui fais la présentation de cette 11e version qui m'a beaucoup charmé, je dois vous le dire, parce que j'utilisais jusqu'à tout récemment la version 8. J'avais boudé les versions 9 et 10 que je trouvais un petit peu inintéressantes, mais là, la version 11, elle est vraiment très intéressante pour la raison suivante. Elle est optimisée pour Windows XP, également pour macOS X, donc elle est vraiment plus rapide et très stable. Au niveau du coût, je tiens à clarifier ça tout de suite, c'est 650 $ pour la version complète, 325 $ pour la mise à jour, et 200 $ seulement pour la version éducationnelle. Et ça comprend 3 logiciels fondamentaux qui, dans le fond, vous aurez à payer le même prix pour retrouver ces 3 logiciels chez des concurrents. Vous avez CorelDRAW version 11, le logiciel de dessin vectoriel, Corel Photo Paint 11, le logiciel d'édition photo, et CorelRave version 2, qui est le logiciel de vectorisation pour créer des animations flash sur Internet. La force de Corel, ça a toujours été de respecter les utilisateurs, donc de fournir d'excellents manuels. On regarde ici pour CorelDRAW 11 et CorelRave 2, on a ce manuel-là qui, regardez, il est très détaillé, en couleur, en français en part ça, parce qu'évidemment, la suite 11 est disponible en français puisque c'est un produit canadien. Donc, excellent manuel pour CorelDRAW 11 et Rave 11. Également pour PhotoPaint 11, on a également un manuel qui lui aussi, tout en couleur, est très détaillé. Vous avez beaucoup d'explications en français, comment réussir différents effets, par exemple. Donc ça, c'est bien intéressant, vous avez des exercices, comment vous pratiquer, mais surtout, ce que a toujours été la force de Corel, les fameux clip art. On en a un catalogue complet, donc que ce soit pour des polices de caractères, des petits dessins, on en a environ des dizaines de milliers. Vous avez également des photos, on va les retrouver à la fin, toutes sortes de photos, et ainsi que des dessins professionnels, des codes de couleurs, tout ça. Donc, facile à consulter cette fois-ci à cause de cette fameuse reliure, donc c'est très agréable. Merci Corel d'avoir encore pensé aux utilisateurs et avoir offert tous ces clip art-là. Si je commence avec CorelDRAW 11, qui est le premier logiciel de la suite, qui est dans le fond un concurrent principal qui est Illustrator et aussi Freehand, on pourrait dire, de Macromedia, il intègre peu de nouveautés par rapport à la version 10, donc ceux qui ont utilisé la version 10 vont trouver que c'est très peu différent. Une des principales, c'est la possibilité de faire des rectangles, des ellipses et des courbes en 3 points, c'est-à-dire que vous fixez le point de départ, le point d'arrivée ensuite, et là, après, vous faites vous tracez dans le fond la hauteur de votre courbe, de votre rectangle ou de votre ellipse. Donc, c'est vraiment bien fait. Ça permet de faire des objets, les positionner dans l'espace de différentes façons. Il y a la prise en charge des symboles. Donc, si vous voulez utiliser des symboles plusieurs fois, vous pouvez créer vos propres symboles et les utiliser un peu comme on avait avec l'outil de clonage autrefois. L'espace de travail a été vraiment amélioré et ça, c'est dans tous les produits de la suite de Corel. On peut paramétrer les barres d'outils comme on veut. S'il y a un effet que vous utilisez tout le temps, bien, vous pouvez mettre une icône représentant cet effet-là. Ça, c'est vraiment un charme. Il y a des outils un peu nouveaux, là, si vous avez une tablette graphique comme l'outil Rato étalé qui permettent de modifier aisément des courbes à l'aide de ces petits outils sensibles à la pression, dans le fond, qu'on exerce sur la tablette à dessin. Il y a un outil qui s'appelle Polyline qui permet de tracer des courbes et des droites d'un seul trait avec cet outil unique. Et évidemment, ça prend en charge le SVG, donc un format Scalable Vector Graphics qui permet de créer des graphismes vectoriels modulables pour, par exemple, les bases de données. Ensuite, Corel Photo Paint 11, qui est vraiment le logiciel d'édition photo de cette suite-là, eh bien, a été grandement amélioré, très rapide cette fois-ci. Il y a un outil de détourage qui est tout simplement emprunté à Procreate, un knockout, donc qui permet d'aller chercher des objets très rapidement. Vous avez des outils de photomontage pour faire des panoramas avec plusieurs photos. Vous avez la possibilité de couper des images en tranches pour les publier sur Internet. Et évidemment, on a eu des effets pour enlever les yeux rouges, les éraflures, les coupures sur des photos. Donc ça vient avec l'apport de logiciel aujourd'hui. C'est quand même bien fait. Il y a une centaine d'effets fournis, des flous et tout le tralala. Donc à ce niveau-là, je trouve que c'est aussi concurrentiel que Photoshop. Et c'est bien sûr, si vous avez déjà Photoshop, vous ne voudrez pas passer à PhotoPaint, mais si, comme moi, vous aimez PhotoPaint depuis des années, vous avez beaucoup aimé cette 11e version. Le dernier outil, CorelRave 2, j'en parle très peu parce que c'est, dans le fond, si vous utilisez déjà Flash, vous ne verrez aucun intérêt à utiliser ce produit, mais si vous achetez cette suite-là, vous allez pouvoir importer toutes vos créations Photoshop, PhotoPaint et Draw
pour en faire des animations flash. Donc, moi, je trouve que c'est un produit quand même intéressant, un produit canadien qui mérite d'être découvert. Maintenant, on va aller rencontrer Patrick Lafforgue d'Infonique qui va nous entretenir de haut-parleurs. Cette portion d'émission vous est présentée par Info Unique, le détaillant en informatique, en électronique et le centre de services de la région de Québec, qui depuis plus de 12 ans mérite la confiance des particuliers et des entreprises. Info Unique, un partenaire de choix pour vos besoins de la nouvelle ère digitale. Bonjour Patrick. Bonjour François. L'an dernier, à peu près à la même époque, on avait parlé de haut-parleurs. Cette fois, c'était des haut-parleurs 2 ou 4 enceintes. Là, on va regarder le 5.1 cette année. C'est quoi ce 5e haut-parleur? À quoi il sert? Oui. Comme tu mentionnes, l'année passée, on avait parlé des systèmes 2.1, donc 2 satellites qu'on place, disons, un droit, un gauche en avant avec un caisson de grave, un subwoofer, comme on dit communément. Les 4.1, c'est le même principe, sauf que vous avez 2 satellites qui vont se rajouter en arrière, un droit, un gauche. Le 5.1, c'est presque la même chose que le 4.1, sauf que maintenant, on a un parleur qui est dans le centre. Donc, dépendamment de ce que vous faites avec vos haut-parleurs, si vous écoutez des films DVD ou si vous avez des jeux qui sont optimisés pour ça, ben le haut-parleur central peut amener nos dimensions, si on veut, au son surround. Okay. On va regarder des modèles des compagnies Creative Lab et Altec Lansing. Si on regarde Creative, ce qu'ils nous proposent dans le 5.1, ils ont le Inspire 5200. Alors, 75 watts de puissance, qu'est-ce que tu as pensé de ce modèle? Bien, l'année passée, on avait comparé son modèle, si on veut, un petit peu moins dispendieux, qui est un peu moins puissant, les 5100. J'ai trouvé que ça se ressemblait beaucoup, mais effectivement, ils sont un petit peu plus forts. Ce que je peux reprocher à Creative, c'est qu'il y a beaucoup de basses, l'aigu est là, mais il manque un petit peu de milieu. Ça, c'est ce que je remarque pas mal toujours au niveau de Creative. C'est des bons haut-parleurs, néanmoins, pour le prix, sont à 120 $. C'est très compétitif, là, si on compare avec, admettons, Altec Lansing ou Logitech. Si on parle de l'installation de ces haut-parleurs-là, bien sûr, sur un ordinateur, ça se fait très bien. On a une carte de son interne. Mais si on prend une carte de son comme la XTG, là, qui est une carte de son externe, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? La XTG, c'est un module de son externe qui peut être branché. Souvent, les portables, ils vont avoir une moins bonne synthèse sonore. Donc, la XTG va compenser, si on veut, pour ces appareils-là qui n'ont pas la possibilité d'avoir du vrai son de qualité. L'autre aspect de la XTG, c'est que vous pouvez brancher directement sur la télé ou sur votre console de jeu. Puis là, vos haut-parleurs, que normalement, ils sont seulement réservés aux ordinateurs, ben maintenant, ils peuvent être utilisés là, avec votre téléviseur. Justement, tu as fait le test avec un DVD, une Xbox. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que c'est bien balancé? C'est bien pour le prix. Oui. Ben, c'est que je m'attendais pas vraiment à plus que ce que j'ai vu sur l'ordinateur, dans le fond. La XTG, c'est un très bon module de son externe. Là. Ça vient carrément faire la fonction de préamplificateur. Là. Donc, ça fait un bon travail, ça, y a pas de problème. Par contre, si vous êtes dans le PC, ben, il faut quand même que vous ayez une carte de son qui gère le 5.1. Donc ça, les petites cartes de son intégrées à la carte mère, les Sound Blaster 128 sont pas vraiment optimisés pour ça. Vous allez devoir aller vers les Sound Blaster Live ou les Sound Blaster ODG. Mais aussi, il faut peut-être le préciser là, pour les gens qui voudraient installer ça dans leur salon. Si vous avez déjà un bon système de son, ça sert à rien, là. C'est ça, exactement. Donc, si vous avez déjà un bon système de son dans votre salon, vous êtes mieux de le raccorder tout simplement à votre télévision ou à votre console de jeu. C'est déjà suffisant. Les produits qu'on montre ici, c'est vraiment pour les gens. Ce qu'on pense, dans le fond, c'est que ça s'adresse plus aux gens, aux adolescents qui ont une télévision dans leur chambre, qui n'ont pas beaucoup de place, mais qui n'ont pas de système de son, puis qui veulent avoir ce type de son-là. D'accord. On va regarder maintenant ce que fait Altec Lansing. D'abord, l'an dernier, on avait regardé pratiquement tous les modèles de cette compagnie-là d'entrée de gamme et de haut de gamme, mais pas vraiment le milieu de gamme qui correspond, dans le fond, à ce modèle-ci, qui est le 251. Alors, c'est un modèle qui est quand même intéressant. Hein? Oui, ben c'est un modèle qui est pas vraiment nouveau. Là. Il existe sur le marché depuis un bon petit moment. Comme tu dis, l'année passée, on a testé les gammes. Il y avait beaucoup de nouveautés là, dans le haut de gamme chez Altec. Dans le bas de gamme, ça n'a presque pas bougé. Ici, c'est une série qui est milieu de gamme. Elle existe aussi soit seulement 2 satellites, soit un système 2.1. Et puis là, ici, on a le système 5.1. Donc, moi, de tous ceux que j'ai testés, c'est celui que j'ai préféré. La qualité est là, le design est là aussi. C'est un kit qui a un beau look esthétique. Puis je dirais que c'est la fiabilité de Altec dans le fond. Là. On s'attendait pas à moins de ça qu'eux. Là. On parle de 90 watts de puissance au niveau de la richesse du son. Comment ça se compare, je ne sais pas, mettons, au modèle que tu essaies de Creative?
C'est sûr que chez Altec, la base va être beaucoup moins forte, si on veut, que le Creative. Sauf que moi, je la préfère de loin parce que elle est mieux définie, elle est plus ronde, elle se disperse mieux, puis elle bourre moins, si on veut. Donc, vous allez avoir un meilleur son avec un subwoofer de Altec Lansing. Les satellites, encore là, le milieu est un petit peu mieux que Creative, mais c'est toujours la partie qui va manquer dans ce cas-ci. L'aigu est là aussi, là, il est de bonne qualité. Là. Ça, c'est un modèle d'environ 140 $ pour le 5.1 à réserver aux ordinateurs. Et à Altec, vous arrivez avec une ligne de produits assez particulière, vraiment pour les télévisions. On a le modèle le XA3051. D'abord, le look, au départ, là, c'est spécial, hein? Oui, ben disons que j'ai pas été tout seul à tester ce kit-là, puis il y a personne qui a vraiment aimé le look plastique et vieux micro de cet ensemble-là. C'est gros, ça prend de la place. Je dirais que c'est le kit que j'ai le moins aimé de l'ensemble et c'est le plus dispendieux. Lui, il se vend dans le coin de 240 $. C'est un kit, par contre, que vous n'aurez pas besoin de préamplificateur. Vous allez le brancher directement à la télé ou directement à votre console de jeu. Ça marche tout de suite du premier coup. Mais c'est ça. Le son est plus ou moins intéressant, là. Avec les tests que j'ai faits, dans le fond, j'avais un peu les mêmes problèmes que le Creative, mais c'était encore plus accentué. Là. Donc, c'était vraiment, là, même si on était agressant. À plusieurs reprises, j'ai diminué le volume parce que ça me dérangeait dans ce que j'écoutais ou ce que je jouais. Parce que là, on parle d'un système de plus de 100 watts. Plus on a de wattage, généralement, plus on peut dégager de son, mais des fois, là, l'oreille humaine a une certaine limite aussi d'endurance. Hein, et là, ça atteint ton endurance ici parce que c'était peut-être pas assez défini comme son. Oui, puis aussi le wattage, c'est pas nécessairement synonyme de qualité. Donc, il faut avoir un système de son qui va vous dire ça boîte 500 watts. Puis en réalité, chez nous, ben, j'ai un système de son qui est à 50 watts, qui sonne merveilleusement bien, qui vaut très cher aussi. Donc, faut pas se fier uniquement à ce critère-là. Je pense que l'oreille est mieux pour juger. Là. Donc, toi, c'était peut-être un kit Altec fait comme expérience. Il l'a dans différents modèles aussi. Mais ça, c'est vraiment réservé à ceux qui ont des téléviseurs parce que pour l'ordinateur, c'est pas du tout non, c'est fonctionnel. Pour ça, là. Okay. Altec, de toute façon, ont déjà plusieurs lignes pour les ordinateurs. Là, c'est vraiment destiné aux consoles et aux télévisions. D'accord. Ben, un moins bon coup d'Altec cette fois-ci. Alors, merci Patrick. Bienvenue. On est maintenant avec Éric Plamondon, qui est chargé de projet chez ClickZone, avec qui on va s'entretenir de cette compagnie et de l'un de leurs derniers produits, le décorateur virtuel Pro. Bonjour Éric. Bonsoir François. Alors peut-être d'abord présenter votre compagnie et vous œuvrez dans quel domaine exactement? ClickZone se définit comme un procureur de solutions technologiques qui peuvent inclure du site web, l'intranet, l'extranet, des applications sur commande, comme par exemple des calculatrices de tout genre, le décorateur virtuel qu'on a construit. On est aussi éditeur de nos propres sites web comme ApartZone, qui est un site de recherche de logements à louer, Commercial Zone, qui est l'équivalent dans le commercial, puis décorateurvirtuel.com, qui est un site qui offre le produit décorateur virtuel. Oui, ça c'est venu, comment cette idée-là de créer un décorateur virtuel qui nous permet de peindre des pièces? Ben, ça fait depuis 1996 que ClickZone est l'intégrateur technologique de SICO. Et pour eux autres, pour SICO, on avait construit à un moment donné un premier décorateur virtuel qui a fait un très beau travail pendant quelques années. Puis en 2001, c'était le temps de le refaire. On en a refait un autre, nouvelle interface, nouvelle programmation, etc. Puis ça a très bien fonctionné, au point même que SICO s'est mérité un mine d'or en 2001 au marché international du multimédia dans la catégorie site web grande entreprise. Puis là, ça nous a fait réfléchir. On s'est dit, pourquoi on n'en ferait pas un téléchargeable? Alors, de fil en aiguille, on a travaillé. On a sorti le décorateur virtuel Plus en mars 2002, donc là, presque un an. Puis, à partir de là, on a développé le décorateur virtuel Pro pour en venir à celui qu'on a aujourd'hui. Et là, évidemment, ce logiciel-là, bon, on l'a dit, ça permet de peindre des pièces. Il faut peut-être expliquer un peu le principe du logiciel. Ça utilise, dans le fond, des couleurs de vraie peinture. Ici. Oui, tout à fait. C'est les couleurs, comme pour l'instant, on a les couleurs de SICO et de Crown Diamond. Et le logiciel, la façon qu'il est fait, c'est qu'il va permettre de télécharger des ensembles de couleurs et des photos qui appartiennent à d'autres marques de peinture. Donc, évidemment, le projet, c'est qu'on aille au niveau international avec ça, aller chercher des marques de peinture dans d'autres pays. Donc, que ce soit en France, que ce soit en Italie ou en Grande-Bretagne, tu vas télécharger le décorateur virtuel. C'est toujours le même, qui existe en anglais et en français. Puis, tu vas télécharger les palettes de couleurs de fabricants qui viennent de ton propre pays.
Et là, sur les différents murs, on peut appliquer des couleurs et voir justement avec l'effet de la lumière, de la photo qui a été prise, qu'est-ce que peut donner une couleur. Parce que souvent, lorsqu'on est un consommateur et qu'on se promène, on a un problème des fois à choisir des couleurs de peinture à cause de différents problèmes, justement. Ben oui, parce qu'on arrive avec notre petit carton, on a du mur, puis on essaie d'imaginer toujours de quoi ça va avoir l'air une fois peinturé. Puis évidemment, tout le monde va dire, ça fonce, ça devient plus foncé une fois que c'est peint. Sauf que c'est pas vrai, c'est la même couleur, mais c'est étant donné que tout le mur est peint au complet et qu'il y a aussi des zones d'ombre, ça paraît plus foncé. Ben là, on permet de simuler la même chose à l'aide du logiciel, puis éviter les mauvaises surprises, puis dire, je pensais pas que ça sortirait comme ça. OK. Il y a une version qui est gratuite, qui est téléchargeable, puis une version professionnelle qui coûte quelques dollars. Peut-être nous parler un peu de la différence entre ces deux versions-là. En principe, à la base, le décorateur virtuel gratuit a la même interface que le décorateur virtuel pro, qui lui est vendu $19,95 sur notre site web décorateurvirtuel.com. Les gens vont voir exactement les mêmes palettes de couleurs. Ils vont pouvoir visualiser toutes les pièces qui peuvent être peintes, sauf qu'il y a seulement quelques couleurs et quelques pièces qui peuvent être cliquées, qui peuvent être utilisées. Puis il y a des fonctionnalités limitées aussi sur la version gratuite. Tandis que le décorateur virtuel pro a toute une panoplie, comme par exemple on peut rechercher une couleur par son nom, par son code, on peut la chercher évidemment sur sa palette, on peut enregistrer une coloration de pièces qu'on a fait pour ensuite faire plusieurs scénarios, présenter ça à quelqu'un éventuellement. On peut charger, comme je disais tout à l'heure, différentes palettes de couleurs qui viennent de différents fabricants. On peut aller chercher sur notre site web des photos individuelles qui viennent de clients qui ont fait adapter leurs propres photos de pièces pour l'utiliser dans le décorateur virtuel. Parlons justement de ce service d'adaptation, parce que là, les gens vont se poser la question, est-ce que je peux prendre des propres photos et les mettre dans le logiciel? C'est pas tout à fait clair, là. Faut vraiment démystifier ça pour eux. Non, c'est sûr, c'est pas l'utilisateur qui va adapter sa propre photo. Nos études, nos recherches nous ont démontré que le public cible qu'on visait, c'est-à-dire monsieur tout le monde, qui a sa maison, qui veut essayer des tests de peinture, lui, il veut pas apprendre à fonctionner avec un logiciel à la Photoshop ou quelque chose comme ça pour savoir comment découper ses pièces. Donc, on a décidé d'offrir le service. Donc, quelqu'un qui a une pièce qui aimerait voir dans le décorateur virtuel, une pièce de sa propre résidence, il nous l'envoie par commerce électronique à l'aide de notre site web. Nous, on fait la découpe, l'adaptation, ça coûte 35 $ ou 30 $ s'il accepte de la mettre sur la galerie pour être téléchargé par d'autres utilisateurs du décorateur virtuel pro. Donc, on se ramasse avec un produit qui est non seulement un décorateur virtuel, mais en même temps, on bâtit une sorte de communauté autour de ça. Les gens vont te dire, pourquoi vous n'avez pas fourni un outil pour le faire? Mais c'est parce que c'est pas simple, parce que dans le fond, pas quand vous faites le découpage d'une photo, vous tenez compte des zones d'ombre, de tous les objets, d'ailleurs, vous suggérez aux gens de ne pas mettre trop d'objets dans les photos, exemple des plantes. Là, les objets, ça ne nous dérange pas, c'est les plantes. Quelqu'un qui nous met une forêt amazonienne, on va refuser la photo, puis on dit, écoutez, on ne chargera pas votre carte de crédit, renvoyez-en nous une, mais sans les plantes. Puis, c'est déjà d'ailleurs commencé. Depuis qu'on l'a lancé officiellement à la mi-décembre, il y a déjà des adaptations de photos qui sont rentrées et que les gens ont accepté de mettre sur notre galerie et qu'on peut télécharger. Donc, on peut être en même temps un petit peu voyeur, télécharger les photos de pièces adaptées pour d'autres personnes. Puis, ce qui est compliqué, c'est qu'à quelque part, on regarde la structure de la photo, mais on découpe tous les murs, on les enlève et on les reconstruit, incluant les zones d'ombre. Donc, Monsieur Tout-le-Monde aurait peut-être de la difficulté à faire ça. Puis, c'est à Monsieur Tout-le-Monde que le logiciel s'adresse. Notamment, il y a même un petit outil de calculatrice pour savoir combien ça va nous coûter de peinture, tout ça. Oui, c'est une calculatrice de peinture qui tient compte des surfaces à peindre, des surfaces qui ne pourront pas être peintes, comme les fenêtres, les portes, le nombre de couches, etc. Puis qui nous dit, ça devrait te nécessiter 1, 2, 3 gallons de peinture. La seule chose que ça ne dit pas, c'est combien d'heures ça va prendre à faire. Hein? On n'a pas encore inventé la calculatrice pour ça. Véronique Plamondon, merci beaucoup. Ça fait plaisir. Nous, maintenant, on va vous présenter un reportage qu'on a tourné plus tôt cette semaine avec Marc Blanchet, qui est un spécialiste en sécurité informatique, qui va nous parler des infrastructures d'Internet. Marc Blanchet, bonjour. Bonjour. On a entendu parler beaucoup au début de l'année d'attaques sur les infrastructures du réseau Internet, entre autres SQL Slammer et compagnie. Peut-être nous décrire un peu, c'est quoi ces infrastructures-là? Bon, les infrastructures sont diversifiées, c'est-à-dire qu'il y a un ensemble d'équipements de réseau, de serveurs et tout, qui sont distribués partout sur la planète. Et ce qui est intéressant de noter là-dessus, c'est qu'ils sont faits par de multiples manufacturiers d'équipements, de logiciels,
ils n'appartiennent à aucune personne en particulier, personne qui contrôle l'Internet. Donc, ce que ça permet de pouvoir diminuer le risque que l'ensemble de l'Internet soit confronté à un problème en même temps. Parce que si un virus est relié à un type de système d'exploitation, bien, tous les autres systèmes d'exploitation ne sont pas affectés. Si on aurait un Internet avec un seul système d'exploitation, alors l'Internet aurait tombé, ou l'ensemble de l'industrie aurait tombé. Donc, c'est l'avantage de l'Internet et son inconvénient. L'avantage étant que une diversification des systèmes d'exploitation et des logiciels font qu'on n'est pas tous pris en même temps. Le désavantage, c'est que ça rend c'est plus facile de trouver un problème à quelque part puis de réussir à l'utiliser à des fins un peu négatives, disons. On voit que ceux qui conçoivent ces fameux virus-là sont de plus en plus ingénieux, trouvent toujours de nouvelles failles, ce qui oblige les fournisseurs justement à sortir des mises à jour, tout ça. Mais le rôle de l'administrateur de réseau lorsqu'il y a une attaque comme ça, à quel point est-il important? Il est très important. Ça dépend à quel endroit qu'on parle. Dans les entreprises, je pense qu'il y a un rôle plus stratégique. Quand on est à la maison, ben c'est qui notre administrateur de réseau? C'est nous-mêmes ou à peu près, ou notre fils ou notre fille, notre ado, qui n'a pas nécessairement toujours les compétences informatiques. Puis qu'on va plus loin, ben c'est le fournisseur Internet. Alors lui, il fait son possible, mais il n'y a pas toujours la capacité de nous aider à la maison. Donc les entreprises sont normalement plus choyées pour pouvoir intervenir dans ces problèmes-là. Malgré ça, lors de SQL Slammer, ben, il y a des grandes banques qui ont eu des problèmes très importants. Alors, on voit que c'est pas simple à régler ce problème-là. On a des outils, mais il faut pas penser que ça va être parfait ou on va toujours être à l'abri. On va toujours être un petit peu vulnérable. Donc, il faut quand même s'attendre des fois à vivre quelques pannes. C'est pas encore un bien essentiel, là, même si pour certaines personnes c'est important. D'où, justement, l'importance de compagnies qui ont besoin d'Internet ou de personnes, travailleurs autonomes, de décider qu'est-ce qu'on rend disponible, qu'est-ce qu'on utilise avec Internet. Il faut faire des choix. Oui, tout à fait. C'est comme beaucoup de choses dans notre vie quotidienne. Si vous dépendez de votre voiture, ben si la voiture fonctionne plus, il faut que vous ayez si vous êtes représentant toujours avec la voiture, c'est stratégique, alors il faut que vous ayez une façon de vous arranger sans voiture, si votre voiture tombe en panne. Mais si vous l'utilisez une fois par semaine, ben c'est moins important. Donc c'est un petit peu la même chose qu'il faut faire. Autant en informatique, l'Internet. Si l'Internet pour vous, c'est très important, alors il faut que vous ayez preniez les mesures, et ça veut dire un peu d'argent, de temps, pour avoir des solutions temporaires, un plan B finalement, pour aider s'il y a un problème, une panne. Si on parle d'informatique ou des virus, c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que si pour moi les données sur mon ordinateur sont importantes, les virus, la plupart du temps, sont pas trop... ils n'ont pas trop d'impact, ça ralentit l'ordinateur. Certains sont très mauvais, ils vont effacer des données, donc ça peut arriver encore demain matin. Donc il faut gérer notre risque. Ça veut dire, si c'est important pour vous, ben faire des copies de sécurité, les traditionnels éléments plates là, qu'il faut faire, mais qui nous permettent de nous protéger. Donc il faut gérer un petit peu notre risque. Si c'est important pour nous, ben il faut peut-être mettre un petit peu plus d'argent puis s'organiser en conséquence. Faire des copies de sécurité, avoir un antivirus évidemment à jour, se garder relativement à jour. Donc ça veut dire du temps, avoir peut-être un petit firewall personnel qu'on appelle, là, soit au point de vue d'un dispositif électronique ou un logiciel sur notre ordinateur pour masquer la plupart des attaques. Puis il faut vivre avec le fait qu'on va peut-être être vulnérable une fois, puis donc avec un backup, on est capable de se retrouver. Oui, généralement, un peu comme dans n'importe quel domaine, on attend toujours la première catastrophe pour réagir. Il y a une enquête d'ailleurs qui avait eu lieu sur les systèmes d'alarme que je pense qu'il y a 70 ou 60%, je me souviens plus c'est un pourcentage très important des systèmes d'alarme qui sont vendus après qu'un vol a eu lieu ou qu'un vol a eu lieu dans notre famille ou quelqu'un de proche. C'est malheureux. On parlait tantôt des avantages et inconvénients d'Internet. Un de ces avantages, c'est sa technodiversité. Donc, ceux qui ont des craintes par rapport au futur d'Internet, faut quand même le dire, là, tous les protocoles qui soutiennent Internet, ça fait plus de 25 ans que c'est développé et ça fonctionne encore quand même assez bien. Hein? Oh oui. Les inventeurs des protocoles de base Internet l'ont fait il y a 25 ans. On a fêté le 1er janvier cette année le 20e anniversaire officiel là, de la mise en place de ce qui est l'Internet maintenant.
V'là 20 ans, il y avait 5 ordinateurs sur Internet. Donc, on avait, même dans leur fantasme, ils n'avaient pas pensé à ce que c'était Internet présentement. Alors, c'est sûr que le protocole fonctionne bien, l'Internet fonctionne relativement bien, mais il s'essouffle tranquillement un peu. Donc, on est en train de travailler sur une nouvelle génération d'Internet, des protocoles Internet. Bon, le nom technique, c'est IPv6, pour permettre de faire un autre 25 ans, je ne sais pas combien d'années, mais pour régler les problèmes d'échelle, de sécurité, de choses, ça ne réglera pas tout, mais ça va permettre d'y donner un nouveau souffle par rapport à ce qu'on est en train de faire avec, puis ce qu'on va peut-être faire plus tard aussi. Donc, il y a aussi, il faut pas se... Donc, il y a des gens qui travaillent sans qu'on le sache, là, à améliorer l'Internet, puis... on va essayer de s'organiser pour que ça fonctionne encore. Un des exemples, c'est peut-être une de vos filiales chez Diagénie qui est Exago. Peut-être nous en parler un petit peu en terminant? Oui, Exago, ce que c'est justement une compagnie qui est là pour développer des produits pour aider à passer à la nouvelle génération d'Internet. Donc, on travaille, ça fait longtemps qu'on travaille là-dessus. Puis là, maintenant, les gens commencent vraiment à déployer. Les Japonais, en Asie, en Europe, sont beaucoup plus forts qu'en Amérique là-dessus. Ce qui est drôle parce que l'Internet vient de l'Amérique. Mais les Japonais sont en train de mettre en place un ensemble de choses qui se branchent partout. Sony, par exemple, l'année passée, dans le rapport annuel, disait que tous leurs nouveaux systèmes tous leurs nouveaux produits, nouvelle génération, vont avoir la technologie, une nouvelle génération d'Internet IPv6. Donc, dans le système de son, dans le haut-parleur, dans tout va être IPv6, ils vont tous se parler. Alors, nous, notre mission, c'est d'un peu d'aider le déploiement de ça, d'offrir des outils pour que les entreprises, les fournisseurs, les gens à la maison, à la limite, vont pouvoir utiliser cette nouvelle génération d'Internet. Marc Blanchet, merci beaucoup. Bienvenue. Affichez vos pixels vous est présenté par le Centre national d'animation et de design. Au Centre NAD se côtoient depuis 10 ans les professionnels de l'imagerie numérique d'aujourd'hui et les artisans de demain. Ouvrez l'œil sur les informations professionnelles les plus complètes de l'industrie. Contactez-nous pour une visite guidée. Affichez vos pixels se veut une vitrine pour les artistes québécois de l'imagerie numérique. Voici les créations de la semaine. Pour obtenir des informations additionnelles ou soumettre des images, écrivez à l'adresse suivante. Au cours du segment jeu qui commence à l'instant, il va être question de Indiana Jones and the Emperor's Tomb sur Xbox, de jeux d'aventure sur PC, de jeux d'action sur PlayStation 2 tels Devil May Cry 2, Rygar de Legendary Adventure. On va commencer sans plus tarder avec Pascal Simondet qui lui va nous présenter 3 jeux similaires sur la console GameCube. On va maintenant parler de jeux de rôle avec Pascal Simondet, des jeux de rôle sur la console GameCube. Bonjour Pascal Simon. Bonjour François. Le premier a une particularité de taille, c'est qu'il est gratuit. Effectivement, c'est ça qui est amusant pour les gens. Vous allez obtenir gratuitement avec The Wind Waker si vous l'avez précommandé, Ocarina of Time et en plus l'aventure qui a été remixée de Master Quest. Donc en tant que tel pour les gens, si vous n'avez pas joué auparavant à Ocarina of Time, vous allez pouvoir découvrir la fabuleuse aventure qui avait vraiment été un succès sur Nintendo 64. Et en plus, pour ceux qui ont déjà joué, vous allez pouvoir découvrir Master Quest, qui en tant que tel contient des donjons qui ont été un petit peu changés. On parle de mondes changés de place, quelques énigmes différentes, mais dans le contexte global, c'est vraiment très pareil. Oui, parce qu'on regarde, c'est une émulation dans le fond de la console Nintendo 64 qui est faite, qui est de très bonne facture. Là, on s'y croira encore. Là. Effectivement, c'est totalement pareil, aucun changement. Les graphiques sont très bons, sont très bien convertis. Au niveau des contrôles, c'est un petit peu différent. On a la manette en tant que telle qui est très différente sur GameCube, donc il faut s'adapter un petit peu. Mais après 15-20 minutes de jeu, ça paraît plus qu'on aime bien ça. Et c'est un jeu qui a quand même 5 ans dans la peau environ, et on remarque qu'il a bien vieilli. Oui, dans le temps, on doit dire que c'est un jeu qui révolutionnait le domaine des jeux vidéo. Donc en tant que tel, même aujourd'hui, il réussit quand même à faire sa marque. C'est une bonne façon de patienter en attendant de Wind Waker encore quelques semaines. Si on aime les jeux de rôle un peu plus costauds, on en a eu un qui provient de la Dreamcast aussi, donc c'est tous des jeux quasiment rétro qu'on a ce soir pour le GameCube. C'est Skies of Arcadia Legend. Alors peut-être nous parler un petit peu des prémices de ce jeu-là. Oui, alors Skies of Arcadia avait paru auparavant sur Dreamcast. C'est un jeu qui était dans le temps déjà très bon. Les graphiques étaient révolutionnaires dans le temps, encore une fois.
On arrive sur la GameCube et c'est encore une fois un très bon jeu. Pour les gens, si vous n'avez pas joué à la version Dreamcast, ça serait presque mortel de ne pas jouer sur la GameCube si vous aimez les RPG. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a quelque chose d'assez unique dans ce jeu-là. Au niveau de la jouabilité, c'est quoi? En tant que tel, c'est que vous pouvez faire des combats entre bateaux. Et je pense que pour les gens, c'est vraiment un élément de gameplay qui est très amusant à découvrir. Vous pouvez donc, en plus d'avoir le mode RPG très normal de combat tour à tour, vous avez avec un mode entre bateaux. Vous cédulez à l'avance ce que vous voulez faire à vos personnages sur le bateau. Et ils font le combat en tant que tel entre chaque bateau. Parce que dans le fond, on est une équipe quoi, de pirates de l'air? Effectivement, on se trouve avec des pirates de l'air qui sont des justiciers qui veulent redonner aux pauvres ce que les riches ont pris dans notre monde Skies of Arcadia. Pour les gens, donc, on découvre un scénario qui est très intéressant, qui est complexe, bien conçu, que les gens vont bien apprécier, puis c'est pas trop compliqué non plus à comprendre. Le look du jeu aussi est typiquement japonais, mais c'est pas dérangeant comme on a vu dans certains jeux. C'est de bonne facture ici. C'est très bonne facture, je pense en tant que tel. Les développeurs avaient fait un bon effort. D'abord, on a peut-être un petit style manga, mais pour les gens, c'est tellement bien fait, puis coloré et très beau que ça va être très apprécié. L'aventure comme telle est quand même assez longue parce que évidemment ce qui est intéressant c'est que comme il y a différents styles de jouabilité comme tu t'as expliqué, c'est pas un jeu qu'on se blase rapidement, on veut savoir la suite là, tout le temps. Ah oui, tout à fait. Puis je pense que les gens vont aimer de ce côté-là le refaire. C'est très amusant comme aventure. Les graphiques peut-être par exemple sont un petit peu outrepassés par rapport à la version Dreamcast, mais on a quand même fait une conversion qui est très bonne. OK. Si on parle en termes des styles de combat, que ce soit à terre ou dans les airs, qu'est-ce qui est possible de faire? Alors lorsqu'on est dans les airs, on peut justement prendre chacun de nos personnages et je pense que la tactique très importante, c'est d'avoir une bonne défense par rapport à ça. Parce que lorsqu'on va faire des combats, souvent on va avoir un ennemi qui est plus puissant que nous, beaucoup plus. Alors si on n'a pas une défense qui est très bonne, on va se faire rapidement ramasser. Dans les jeux sur Terre, le système est très classique, mais il est un petit peu plus rapide, donc pour les gens, c'est moins étonnant d'attendre dans chaque animation, supposons comme un Final Fantasy. Puis nos personnages, on les fait évoluer de différentes façons, je suppose qu'ils ont des habiletés qui se renforcent. Oui, on va pouvoir racheter des items, là, comme dans un RPG classique en tant que tel, et pour nos bateaux aussi. L'autre jeu dont on va parler, eh bien c'est un jeu de la série Phantasy Star Online qu'on a connu aussi sur Dreamcast c'est l'épisode 1 et 2 qu'on a sur GameCube depuis peu. Peut-être nous en parler aussi. Oui, alors c'est un jeu online. Pour les gens, c'est le premier jeu online qui arrive sur la GameCube. C'est un jeu qui est issu encore une fois de la Dreamcast, qui avait fait un bon succès dans le temps. On parle de 300 000 joueurs dans le temps, donc c'est vraiment assez extraordinaire. On arrive sur la GameCube, on a fait une bonne conversion en tant que tel et les gens vont beaucoup aimer ça. Par contre, au niveau graphique, dans le premier épisode, parce qu'on comprend 2 épisodes, c'est un petit peu dépassé, mais les gens vont quand même bien apprécier. Cependant, quand on arrive dans le deuxième épisode, l'épisode 2, c'est très beau graphiquement et les artistes ont vraiment fait un travail extraordinaire là-dedans. On a aussi du côté du gameplay, c'est très orienté action. C'est vraiment pas un tour à tour, c'est vraiment beaucoup action. On va prendre nos armes, on va pouvoir faire évoluer. Et ce qui est intéressant par contre, c'est que le jeu a été traduit en français complètement. Donc si les gens comprennent pas beaucoup l'anglais, vous arrivez dans le jeu puis c'est vraiment pratique. Il faut peut-être effectivement le rappeler, c'est que le système de conversation dans ce jeu-là est très différent là-dessus qui existe dans d'autres jeux. Exactement. Ce qui arrive sur la GameCube, c'est qu'on n'a pas de clavier ni de casque d'écoute. En tout cas pas pour l'instant. Pas pour l'instant encore. Donc il faut trouver un moyen de communication qui est différent, qui est quand même performant malgré la manette. Ce que fait Sega, il a repris l'ancien système de communication qui existait dans le premier épisode original. On peut utiliser des figures pour exprimer ce qu'on ressent. Et en plus, on peut aussi utiliser des phrases qui ont été préconstruites. Et lorsqu'on les dit, sinon on le dit en français, à travers l'interface du jeu, la personne qui va les recevoir en anglais ou dans la langue qu'elle a choisie. OK. Ce jeu-là, comme il est en ligne, il utilise un accessoire de la console GameCube qu'il faut se procurer. Peut-être nous parler un petit peu de l'installation de tout ça et du jeu. Est-ce que ça a été fastidieux? Ça a bien été? C'est très facile du côté de l'installation du modem. Vous le prenez, vous l'installez, ça marche directement. Ce qui est très compliqué par contre, c'est l'abonnement en ligne au jeu. Vous devez acheter un permis de chasse. De ce côté-là, ne le faites pas, mais vraiment pas, avec la manette. Si vous voulez vous abonner et acheter votre permis de chasse, allez sur Internet, sur le site de Sega. Tout est là, puis c'est beaucoup plus facile. Si vous mentez votre coup, vous perdez tous vos renseignements. Parce que souvent, les serveurs de Sega, sur Internet, à travers la GameCube, ont tendance à planter. Ça coûte combien pour jouer chaque mois? On parle de 8,95 américains, donc 14 $ canadiens environ. Ce qui est un peu cher quand on calcule qu'on est seulement 4 joueurs maximum dans les donjons. Mais il faut quand même le dire, bon, ça c'est 3 jeux de rôle sur la console GameCube qui n'en comptaient qu'un seul à peu près jusqu'à présent qui était Evolution World. Donc c'est quand même bienvenu tous ces jeux-là. C'est très bienvenu, je pense que les gens vont beaucoup apprécier de ce côté-là. D'accord, ben merci Pascal. Merci François. Nous allons parler d'un jeu qui était très attendu sur la console PlayStation 2 et un autre qui est passé complètement inaperçu sur cette console-là. Alors, on va rendre justice à ces deux jeux ce soir avec Rénal Doré. Bonsoir, Réal. Bonsoir, François. Alors, le premier, c'est Devil May Cry 2, qui est un jeu qui arrive après
un premier titre qui a fait un succès incroyable, que les gens ont adoré, et le deuxième est incapable de livrer la marchandise autant là, de ce qu'on peut voir. Le monde avait beaucoup d'attentes sur ce jeu-là. Puis on dirait qu'à première vue, quand on regarde le package, ils ont vraiment l'air à avoir mis le paquet là. T'as 2 DVD, puis t'as 2 personnages à jouer, puis les 2 se jouent indépendamment. Il y a beaucoup de matière visuelle dedans, il est attrayant. Mais quand tu joues, tu commences des fois à voir plus les défauts. Oui. Un des premiers défauts, c'est peut-être le scénario qui est pratiquement inexistant. Ouais, j'ai regardé, j'ai cherché bien comme faut, puis j'ai bien de la misère à trouver un scénario. C'est que tu vas à la chasse aux démons, finalement. Et avec 2 personnages. Donc, peut-être expliquer ce qu'il y a de nouveau vraiment dans ce jeu-là, à savoir, on a Dante et on a Lucia. Dante, qui était déjà dans le premier jeu. Lucia, c'est nouveau. Dante, lui, a 18 missions à accomplir, puis Lucia en a 13. Fait que, au niveau de la quantité de missions puis de niveaux, c'est quand même impressionnant qu'il y a beaucoup de choses, mais c'est des niveaux très très courts. Tu passes à travers en 20 minutes, là, puis il y a certains de ces niveaux-là qui sont avec des combats avec des boss fait que c'est très très rapide. OK. Si on parle des aptitudes des 2 personnages, parce qu'ils sont différents un peu, je veux dire, au niveau de leurs aptitudes, mais peut-être pas au niveau de la façon dont ça se contrôle. Ils se contrôlent de la même façon, mais ils réagissent un petit peu différemment. Ils ont des armes différentes, mais c'est exactement le même engin de combat pour les 2 personnages. Dante, lui, est peut-être plus armé avec des fusils. Oui, lui, il est plus sur ses 2 pattes, puis l'autre est plus acrobatique, un peu Lucia. OK. Mais au niveau des différents niveaux, est-ce que c'est vraiment un jeu point A, point B, entre les deux, c'est que des monstres? C'est des tunnels, des tubes, puis tu t'en vas. Même, il y a une fonction dans le jeu de map, là, puis quand tu regardes les maps, là, tu vois, c'est pas mal linéaire, là. Tu t'en vas là, puis... OK, on n'a pas cette liberté, là. Non, puis la caméra est hyper contrôlée aussi. Les environnements sont cependant variés, dans lesquels on se bat. Non. Pas trop? Non, c'est pas varié pour tout. Parce que c'est ce qu'ils vendaient, c'est que c'était très varié. Ah, c'est pas vrai. C'est une île déserte, puis tu te promènes toujours sur la même île, tu rencontres personne, tout ce que tu rencontres, c'est des ennemis, puis tu fesses dedans. Ça manque beaucoup de variété, puis les ennemis sont pas très, très intéressants au niveau de la conceptualisation. Là, des crânes qui flottent dans les airs, on a déjà vu ça des centaines de fois. Des nécromanciens, on a déjà vu ça des centaines de fois. Ils se sont pas cassés la tête trop pour inventer des personnages nouveaux, nous les présenter d'une façon nouvelle. Oui, force est de constater que le jeu n'a pris qu'1 an à faire et ils n'ont pas mis beaucoup d'argent là-dedans. C'est peut-être ça que le trouble, là, ils ont fait peut-être trop vite. OK. La difficulté, est-ce que c'est un jeu qui est facile ici? Assez facile, oui. Donc on passe à travers en quelques heures? Une fin de semaine, puis vous allez avoir passé à travers. OK, donc ça c'est qu'une location et peut-être une des raisons pour empêcher d'acheter ce jeu-là, c'est le système de caméra. Hein? Oui, le système de caméra est très très mauvais. Tu n'as aucun contrôle sur la caméra se place où ce qu'elle veut. Puis quand tu es en mode combat, les ennemis sont souvent hors champ. Fait que tu tires à l'aveuglette. Il y a un bon système de targeting. Le système de combat puis de mise de visage automatique est très très bon. Là. Mais c'est toujours qu'on peut avoir du plaisir. Oui, j'avoue que j'ai eu du plaisir, là, mais je me suis senti un peu coupable après avoir eu du plaisir. On va parler d'un deuxième jeu qui est Rygar, le Legendary Adventure, que personne n'a joué probablement, qui est presque introuvable en magasin, mais c'est peut-être un jeu qui mériterait d'être découvert. Oui, ça se passe dans un milieu de la Grèce. C'est entre, mettons, la Grèce antique et l'Empire romain. Là, tu joues le rôle d'un gladiateur qui veut sauver sa princesse de son royaume, finalement, la princesse Harmonia, très jolie en passant, qui a été kidnappé par les titans qui veulent prendre le contrôle du monde, finalement. Et ce qui est particulier, parce que bon, ce jeu-là était sorti sur Nintendo Entertainment System il y a quasiment une quinzaine d'années. C'est le même gadget qu'on utilise pour se battre, là, qui est assez curieux. Là. Le disque yo-yo, le disque armor, comme ils disent, c'est un bouclier qui peut être modifié avec des pierres que tu ramasses en jouant dans le jeu. Tu casses. Dans ce jeu-là, ce qui est intriguant, c'est que quand tu remontes à la surface, après que la princesse se soit fait kidnapper, tout le pays est en ruine, à feu à sang, il y a des monstres partout, mais
pour avoir les pierres puis avoir tous les objets que tu as besoin pour compléter ta quête, il faut que tu détruises encore, il faut que tu casses des amphores, il faut que tu fasses écrouler Donc plus des de colonnes. Ouais, fait que Rhaegar, il ruine davantage son pays préféré pour accomplir sa quête. Fait que c'est assez rigolo à ce point-là. Et au niveau des monstres, des combats, c'est un jeu qui a le même problème que Devil May Cry, la caméra. La caméra, on dirait qu'ils se sont copiés les uns les autres, mais elle est un peu meilleure. Ils ont mieux étudié les positionnements de caméra, mais c'est toujours le même problème. C'est quand tu t'en vas dans le point A au point B, puis tu es entre les deux points, là, la caméra switch d'un à l'autre, puis quand tu es en train de te battre, c'est très, très tannant, ça, parce que tu t'en vas à gauche, tu t'en vas à droite, ton personnage. Ce qu'ils font, c'est que tu perds le contrôle du personnage pendant un petit bout de temps, puis il avance tout seul pour qu'il donne le temps de dire « Oh, là, j'ai changé de direction, il faut que je pousse dans une autre direction avec mon joystick. » Mais ça fait des pertes de contrôle du personnage très souvent. Mais lui, les environnements, là, sont plus variés, c'est ça? Oui, les environnements sont très variés, sont très beaux, avec des belles textures. C'est très plaisant à jouer. J'avais aimé ça, avoir le contrôle d'une caméra 3D pour regarder dans chaque recoin. Puis des fois, tu es obligé de sauter sur des plateformes, puis tu vois pas vraiment est-ce que je suis bien aligné. Fait que là, tu sautes, tu tombes à côté, tu te casses la gueule. Donc, si on le trouve en magasin, ce jeu-là, ça peut être un achat intéressant. Oui, j'ai fait un gros 10 heures pour passer à travers la première fois, puis j'avais pas encore tout trouvé les pierres pour personnaliser mes disques, le disque Armor, parce que tu peux vraiment l'adapter à ton goût. Tu sais, il y a une trentaine de pierres à ramasser, puis j'en ai ramassé une dizaine pour compléter le jeu. Fait que. D'accord. Ben, merci beaucoup, Renard. Ça m'a fait plaisir. Cette portion d'émission vous est présentée grâce à la collaboration de Dream City, le centre multimédia. Salle de jeu en réseau, simulateur de course, Internet haute vitesse, le tout dans une ambiance du tonnerre. Maintenant, 2 centres pour faire éclater vos sens à Sainte-Foy et à Beauport. Dream City, mon monde. Michel Matt nous a rejoint pour discuter de jeux d'aventure. Bonsoir, Michel. Salut, François. Alors, c'est encore une fois un genre qui est bien vivant en 2003 et on va avoir encore des jeux à présenter. C'est quand même intéressant. Mais moi qui avais perdu espoir là, il y a quelques années, et tout d'un coup, depuis peut-être 6 mois, 1 an, on voit plein de jeux d'aventure qui refont surface sur le marché. Il y en a des bons, il y en a des moins bons, mais encore une fois, même si on est dans un marché après le temps des fêtes où c'est peut-être plus tranquille, on a 4 nouveaux jeux là, qui sont apparus dernièrement. Et certains reprennent la même recette encore et encore. C'est le cas de la série Nancy Drew. On a le 6e et le 7e épisode déjà. Et oui, Nancy Drew qu'on avait découvert il y a quoi, sur une chronique avant le temps des fêtes. Et là, on arrive avec encore 2 titres de la série Nancy Drew qui sont les 6e et 7e épisodes là, de cette série-là que moi je connaissais pas finalement, mais que j'ai découvert et que j'apprécie bien. OK, le premier c'est The Secret of the Scarlet Hand. Donc peut-être un peu nous résumer l'énigme parce que dans le fond le jeu reste le même. Oui, en fait, on a repris exactement la même interface, ce sont les mêmes menus, toujours 2 niveaux de difficulté, junior et expert, des puzzles, un peu de manipulation d'objets. Et dans The Secret of the Scarlet Hand, Nancy Drew, qu'on connaît comme étant une détective, devient directrice d'un musée. Il y a une œuvre qui va être volée, ça se déroule à Washington. Et là, il va falloir partir aux trousses du voleur et tout découvrir l'énigme. Ce que j'ai trouvé intéressant dans celui-là, entre autres, c'est qu'on se déplace en métro, c'est bien fait. Et l'énigme est quand même, je dirais, pas tellement difficile. D'ailleurs, ça s'adresse aux gens d'à partir de 10 ans. Là. Donc, c'est pas une énigme qui est très difficile. Les puzzles se résoudent, je dirais, assez bien. Comme je disais lors de la dernière chronique sur les Nancy Drew, peut-être la petite chose que j'ai moins aimée, puis c'est dans celui-là et dans l'autre épisode également, c'est qu'il y a énormément de conversations. Donc, il faut être très bon en anglais, même si la conversation est écrite, il faut bien comprendre la langue anglaise. Puis ça devient un petit peu, moi en tout cas, ça m'impatiente beaucoup. Ouais, faut pas Parce que quand je suis dans un jeu d'aventure, moi j'ai le goût de bouger, j'ai le goût de sélectionner des objets, de les essayer pour essayer d'avancer dans le jeu. Mais là, on est arrêté pendant des périodes de temps là, qui vont jusqu'à 1 minute, 1 minute et demie, à écouter des conversations. Puis c'est essentiel là, pour poursuivre le jeu. On doit également lire des brochures, lire des petits livres. Ça prend un certain temps, puis ça peut devenir moins agréable. J'imagine mal, par exemple, un enfant de 10, 11 ou 12 ans là, perdre tout ce temps-là. Malgré tout, c'est des intrigues intéressantes. Mais tu as préféré le deuxième titre, là, qui est Ghost Dogs of Moon Lake, juste au niveau de l'intrigue, Je l'ai préféré au niveau de l'intrigue. Également, il est un petit peu plus difficile que l'autre. Les puzzles sont, je dirais, un petit peu plus durs à résoudre. Cette fois-ci, Nancy redevient là, la bonne vieille détective qu'elle était. Une de ses amies l'appelle parce qu'elle a acheté une vieille maison et on ne sait pas trop à quoi s'en tenir au début. Là. Elle nous dit qu'elle a acheté une maison, qu'il se passe quelque chose. Donc, on se présente là. L'ami en question n'est pas là et on va découvrir toutes sortes de choses comme un arbre qui va tomber derrière nous dans l'entrée, qui nous bloque la sortie. Et là, on réalise que la maison semble hantée par des fantômes de chiens dont les yeux luisent dans le noir.
En plus, pour ajouter au côté lugubre, là, il y a un cimetière là, dans la cour à l'arrière. Et plus on va progresser dans le jeu, plus on va réaliser que peut-être les chiens, là, c'est peut-être pas des fantômes, c'est peut-être même des vrais chiens qui sont là pour garder la maison au nom de leur maître qui est décédé il y a plusieurs années, qui était le premier propriétaire. Des Rottweilers qui mangent du Dr Ballard. Exactement. Et au niveau là, de la manipulation, c'est peut-être comme ça un peu plus difficile, celui-là. Oui, les énigmes, les puzzles, si on veut dire, là, sont un petit peu plus difficiles à résoudre. Par contre, l'intrigue est bien. Moi, j'ai préféré cette intrigue-là. J'ai préféré aussi, je dirais, les graphiques, même si la qualité est équivalente. Là. J'ai eu plus de plaisir à jouer dans cette intrigue-là. Peut-être que je suis moins amateur d'art, là, pour me retrouver dans un musée à Washington, personnellement, ça me plaisait pas beaucoup. Ces deux-là sont publiés par Interactive, donc une compagnie qui spécialise pour les titres pour les femmes, mais ça oui, et je pense que c'est pas des jeux qu'on vend très cher non plus. C'est des jeux qui sont très abordables. D'accord. Le prochain est un jeu d'aventure qui met en scène le détective le plus célèbre de la littérature. Qui est d'autre que Sherlock Holmes dans l'histoire de The Mystery of the Mummy. Alors ça, c'est un jeu qui nous plonge dans la peau de Sherlock Holmes. Donc, on doit résoudre, encore une fois, une énigme sordide, probablement. Exactement. Ça se passe, je crois, au début des années 1900, et il est appelé par une fille dont le père est disparu. Le père qui est un collectionneur d'œuvres d'art. Ça a été rapporté à la police, et la police en conclut que le monsieur est décédé, probablement qu'il s'est auto-mutilé. Donc, mais on n'a pas retrouvé le corps, et elle, ça la fatigue beaucoup parce qu'elle n'est pas certaine que son père est décédé. Donc, elle va appeler notre détective, et là, on va commencer à se promener dans un manoir des années 20, à la recherche, évidemment, du plus d'indices possible. On va sûrement rencontrer beaucoup de personnages. Oui, il y a beaucoup. En fait, il y a peut-être une dizaine de personnages, dont évidemment le célèbre assistant, le Dr Watson. Beaucoup de puzzles dans ce jeu-là, énormément de puzzles dans ce jeu-là. Une interface un petit peu particulier parce qu'on évolue dans un environnement 3D où on va se promener là, dans les graphiques qui deviennent un petit peu flous lorsqu'on bouge, puis il faut également s'habituer là, à regarder ce graphique-là. Et comme je disais, les puzzles sont pas faciles à résoudre. Je te dirais qu'il y en a même un que j'ai pas réussi à résoudre avec la solution dans les mains. Là. Même la solution me disait « voilà, j'y allais », ça fonctionnait pas. Donc peut-être une petite rustine devrait être téléchargée prochainement. Peut-être. Également, petite chose que j'ai remarqué puis que j'avais déjà vécu dans un autre jeu d'aventure, lorsqu'on a des changements de scène, on a des temps de chargement là, entre les scènes sur le CD-ROM qui sont un petit peu longs, là. Peut-être pas exagérés, là, mais peut-être de l'ordre de 15 à 20 secondes. Ça peut devenir désagréable à l'occasion. Par contre, c'est un jeu que j'ai bien apprécié. C'est plus difficile que les Nancy Drew. Je dirais qu'également, c'est un petit peu plus beau graphiquement, même si c'est particulier. Et Dr Watson va sûrement venir nous aider au cours de l'aventure, je présume? Oui. Il n'est pas là au début, mais éventuellement, c'est certain qu'on va le voir. Le dernier titre dont on va parler, c'est pas tout à fait un jeu d'aventure, c'est ce qu'on appelle un hybride, donc un mélange de plein de genres. Moi, j'ai pris ça un petit peu comme un jeu d'aventure, puis par la suite, j'ai découvert que c'est beaucoup plus un jeu d'action, mais qui mêle un petit peu l'aventure, et ça s'appelle Zanzara. Alors, de Hidden Portal, alors c'est dans un monde féerique. Oui, en fait, on incarne le rôle de Amy, qui est une jeune fille de 18 ans, qui vit à Londres et qui doit réunir deux mondes, c'est-à-dire une espèce de monde imaginaire et féerique dans lequel vit des créatures comme des fées, des nains, il y a des hiboux, il y a toutes sortes de petites créatures. C'est un monde imaginaire. Et le monde actuel, comme on le connaît présentement, ces deux mondes-là ont été séparés et on doit les réunir. Donc, c'est sûr qu'à la base, ça peut ressembler à un jeu d'aventure, mais il n'y a pas vraiment de manipulation d'objets, ou s'il y en a, c'est des choses qui sont faciles et évidentes. Par exemple, à un moment donné, on va rentrer dans une maison, on va ramasser une clé. Et cette clé-là, lorsqu'on va avoir besoin de l'utiliser, on n'aura pas besoin d'aller la chercher dans l'inventaire. C'est simplement que lorsqu'on va arriver à l'endroit, à la porte où il faut l'utiliser, la clé va apparaître tout simplement. Donc, c'est le petit côté aventure qu'il y a là-dedans, mais c'est beaucoup plus de l'action. Parce qu'on doit... Oui, mais c'est pas des combats à poings nus ou des combats de violence, ce sont des combats où on doit collectionner des petites fées avec des ailes. Ce sont des combats de fées, comme ils les appellent. C'est des combats magiques où on évolue sur une espèce de grande plateforme et où les fées vont se battre là, des espèces de combats magiques. Donc, il faut évidemment pas tomber en bas de la plateforme. Et pour les gens qui aiment beaucoup juste l'aspect combat dans le jeu, il y a un mode multijoueur qui vous permet d'aller faire seulement cette partie-là du jeu. Et le jeu a quand même une force, c'est au niveau graphique. Ce que j'ai trouvé, premièrement, c'est que graphiquement, c'est impeccable. C'est très beau et c'est aussi très coloré.
la faune et la flore, par exemple, beaucoup de plantes, de fleurs, c'est brillant, c'est coloré. J'ai adoré cet aspect-là, puis également au niveau sonore, c'est très réussi. Donc, c'est un jeu qui est pas un jeu d'aventure comme tel, plus un jeu d'action, mais qui m'a beaucoup plu là, visuellement. D'accord. Ben, merci beaucoup, Michel. Ça me fait plaisir. Nous, maintenant, on va vous présenter un reportage qu'on a tourné plus tôt cette semaine chez Microplay avec Patrick Derry, qui va nous présenter un jeu d'aventure-action qui s'appelle Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Bonjour Patrick. Bonjour François. On va parler ensemble d'un jeu qui vient tout juste de paraître sur la console Xbox et qui s'en vient sur d'autres consoles plus tard, PlayStation 2 et aussi sur PC. C'est Indiana Jones and the Emperor's Tomb. Alors parlons de ce cher Indy, il est de retour enfin. Oui, c'est une nouvelle quête pour Indiana Jones. Donc, Indy est à la recherche du cœur du dragon noir, qui se trouve être une perle noire qui serait enfermée dans le tombeau du premier empereur chinois depuis plus de 2000 ans. Évidemment, ça serait beaucoup trop simple s'il était le seul à être à la recherche de cet artefact. Donc, d'autres groupes s'y intéressent, entre autres la triade du dragon noir qui va aller récupérer ce même artefact. Et évidemment, tôt ou tard, dans l'intrigue, les nazis, comme toujours, vont revenir et être intéressés par les pouvoirs maléfiques qui seraient possédés par cette relique. Évidemment, pour accéder à ce fameux tombeau, on va devoir utiliser une clé qui est, bien sûr, pour les besoins du jeu, divisée en plusieurs fragments. Encore là, ce serait trop simple. Donc, c'est l'objet de la quête, le premier objet de la quête est finalement de retrouver les différents fragments de la clé pour pouvoir accéder à la tombe et, la permettre de débarrer et d'accéder à la relique. Et évidemment, ça va nous transporter sur plusieurs territoires différents. Indy va être en Asie, il va être en Europe, il va aller au Proche-Orient aussi. Donc, il y a plusieurs territoires qui vont être des prétextes à autant d'environnement et d'exploration, voilà. Ben parce que justement, à la base, c'est un jeu d'exploration ici. Il faut faire attention parce que si on compare à d'autres jeux du même genre, ici on met vraiment l'emphase sur la découverte des lieux. Oui, tout à fait. Puis ça, il y a un parallèle évident à faire avec la série Tomb Raider, qui à l'époque avait été comparée c'est un peu comme Indiana Jones, mais avec une héroïne féminine. Ben maintenant, on a Indiana Jones est de retour pour, en fait, presque la première fois sur console, mais pour un premier épisode significatif. Donc, l'emphase est vraiment mise sur l'exploration. Il y a des éléments d'action sur lesquels on va revenir dans quelques instants. Mais pour ces éléments d'exploration-là, c'est un jeu au déroulement qui est assez lent. Puis ça se prête assez bien, justement, vu que c'est un jeu d'exploration, puisqu'on va arriver dans un nouvel environnement, on va vouloir explorer, on va utiliser la caméra libre, pour voir vers où on s'en va, mais aussi parce que les environnements sont quand même bien définis, sont bien détaillés, sont riches. Donc, c'est intéressant de voir qu'est-ce qui se passe et de se laisser pénétrer un peu par l'ambiance. Bon, bien sûr, ces environnements-là vont receler de toutes sortes de pièges, d'énigmes, mais c'est surtout de la réflexion que ça demande pour contourner tout ça. Oui, c'est ça. C'est-à-dire que on va plus se demander vers où on va aller puis vers où on va devoir procéder. Évidemment, il y a d'autres gens qui sont à la recherche des mêmes artefacts, donc on va parfois avoir des éléments de furtivité qui sont maintenant rendus c'est un incontournable dans tous les jeux d'aventure. Puis évidemment, il va falloir combattre les méchants aussi. Donc, et ça, c'est ce qui est peut-être nouveau un petit peu par rapport aux autres jeux qui ont été faits sur la série, par exemple sur ordinateur, où au film eux-mêmes, il y a énormément d'emphase sur le combat, beaucoup plus que dans un film. Évidemment, ce qu'on a voulu faire, c'est que le jeu soit un jeu vidéo qui est intéressant, fait que il y a des bonnes séquences d'action, il y a un bon moteur de combat. Si on parle davantage de ce moteur-là, ils l'ont simplifié aussi. Hein. C'est pas genre 45 boutons comme un jeu comme Tekken et ainsi de suite. Là, c'est vraiment assez simple. Non, c'est très, très, très intuitif. Puis on a vraiment l'impression que Indiana Jones a pris du galon depuis les films qu'il a fait parce que franchement, il doit rosser plusieurs de ses ennemis pour arriver à ses fins. Mais essentiellement, c'est sur 2 boutons. Puis les manœuvres sont contextuelles. Puis évidemment, il y a moyen d'utiliser un paquet de choses. Par exemple, de ramasser une pelle, d'utiliser le fouet, le traditionnel fouet qui est là. Puis c'est intéressant l'interaction qu'on peut faire avec les ennemis et l'environnement, puis différentes armes à feu aussi qui sont utilisables. Alors, on a de l'exploration, des ennemis à combattre, des puzzles à résoudre, tout ça dans des environnements de facture assez intéressantes. Parlons peut-être un peu du moteur graphique du jeu. Certains vont peut-être dire, parce que c'est un jeu multiplateforme, les graphiques ne sont pas extrêmement beaux, mais ça demeure quand même intéressant. Non, c'est très très bien pour l'environnement. En tout cas, on va voir qu'est-ce que ça va donner sur GameCube, sur PlayStation 2. Là, c'est sûr, probablement la version Xbox va peut-être être un petit peu plus pure au niveau graphique, mais c'est très très bien, c'est riche, c'est vaste. À l'extérieur, on a vraiment l'impression, quand on est dans la jungle, on a l'impression d'être dans un environnement qui est relativement réaliste. Puis c'est intéressant à regarder un peu dans quel environnement qu'on est. Puis évidemment, mais pour un jeu d'exploration, c'est ça qui est intéressant, parce qu'on a l'impression de découvrir, puis on est intéressé à découvrir ces environnements-là. Que dire de la trame sonore maintenant?
c'est John Williams, encore une fois. Donc, le compositeur des trames sonores de Star Wars et Indiana Jones, pour ceux qui sont pas familiers. Donc, on retrouve ces éléments sonores-là. La trame sonore est quand même assez dynamique, c'est-à-dire qu'elle va varier selon la tension qui va se prêter au jeu. Bon, la trame sonore d'Indiana Jones, c'est peut-être pas aussi varié que, par exemple, une trame sonore de Star Wars qui est extrêmement différente d'un film à l'autre. Dans Indiana Jones, les séquences reviennent, le thème principal revient souvent, mais même avec ce facteur de répétition, c'est une trame sonore qui surpasse aisément le nombre de trames sonores de jeu. Si on parle peut-être de quelques points négatifs du jeu, parce qu'il faut préciser qu'on a essayé sur notre debug Xbox, donc c'était pas la version finale. Une version très proche de la version finale. Si on a vérifié avec LucasArts pour donner quand même des informations qui étaient pertinentes aussi. Malgré le fait que ce soit pas une version finale, c'est extrêmement jouable. C'est très plaisant à jouer, puis c'est un jeu dans lequel on peut s'immerger sans se plonger pour plusieurs heures. Au niveau de la caméra puis des contrôles, ça reste un jeu à la troisième personne, donc il est pas pire que n'importe quel jeu à la troisième personne. Il n'est pas nécessairement meilleur non plus. Par contre, il y a un bouton de réinitialisation de la caméra qui est toujours très utile. Puis ça, c'est un crime quand un jeu à la troisième personne l'a pas. Lui, là. Fait que quand la caméra est pas exactement où est-ce qu'on voudrait, on peut la ramener très, très rapidement. Les contrôles, ça va quand même bien. Dans certains éléments où on a besoin de plus de précision, par exemple, parce que Indiana Jones va avoir des pièges à éviter, des trappes aussi. Parfois, la solution, ça va être plus, on va rentrer dedans, on va se faire mal un peu, mais c'est pas grave, on peut récupérer après. Là, c'est assez facile de récupérer ses points de vie. Le niveau de difficulté n'est pas extrêmement élevé. Mais de temps en temps, quand on a une étape importante à passer, là, le niveau de difficulté va monter et on va voir à se creuser la tête en même temps que faire fonctionner nos pouces. Ça peut devenir un petit peu plus exigeant. Patrick, merci beaucoup de nous avoir présenté ce jeu. Plaisir, François. Nous vous invitons maintenant à visiter le site web de micro.info où vous trouverez toutes nos émissions en format Real Video, des liens et des compléments concernant celles-ci, des articles de fond, un forum de discussion et un service d'annonce classé. Le site web de Micro-Info est hébergé grâce à la collaboration de Cybercat, une équipe d'ingénieurs œuvrant depuis plus de 5 ans dans le développement d'applications web et Palm OS pour les entreprises, et de Linux Québec Technologies, une firme avant-gardiste qui œuvre dans le domaine de la réseautique. Voilà, c'est ainsi que se termine cet autre rendez-vous de Micro.info. J'espère qu'il vous a plu. Nous allons nous laisser sur les images du jeu Tenchu 3 Wrath of Heaven qui paraîtra sous peu sur la console PlayStation 2. Il s'agit d'une cinématique tirée du jeu. Au revoir. Les éléments de décor ont été gracieusement fournis par Flymeuble et les équipements informatiques par Info Unique.